Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. On a décidé de migrer vers la moderne data stack. On a pris l'outil DBT qui nous facilite la transformation côté ingénieur BI et en plus qui va nous apporter la partie data lineage qui est un vrai souci côté data parce que dès qu'on veut modifier quelque chose, il faut identifier les dépendances, faire en sorte qu'il n'y ait pas de régression. Moi, j'arrivais chez Voyage Privé, j'avais pas toute la connaissance et donc du coup, on a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops pour comprendre l'architecture data actuelle, ce qui bloquait à chaque étape de la collecte, de la transformation et aussi bien dans les rôles data, quels étaient les points de friction. Et ensuite, comme ça, on a pu définir la feuille de route. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je partage chaque semaine une synthèse des épisodes dans la newsletter DataGen. Vous y trouverez également les informations pour accéder au webinar et des news sur la communauté. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Oriane, qui est CDO chez Voyage Privé, le leader européen de la vente de voyages éphémères en ligne. On va parler de son parcours, de ses chantiers et surtout de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir la migration vers la moderne data stack. Hello Oriane, ça va ? Salut Romain, ça va et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Voyage Privé et sur son équipe data pour commencer, s'il te plaît ? Yes, carrément. Déjà, je pense que je peux parler de Voyage Privé en quelques chiffres parce que c'est bien de mettre des ordres de grandeur. Voyage Privé, c'est 56 millions de membres. On fait à peu près 1,2 million de voyageurs par an. Et du coup, on fait un trend de 1 milliard de chiffre d'affaires par an à peu près. On est sur 9 marchés européens, donc principalement la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Et surtout, on couvre toutes les destinations du monde. Et le plus important, je pense, c'est de comprendre que Voyage Privé, c'est environ 70% du business en basse saison. L'objectif étant de permettre aux hôteliers de remplir leurs hôtels à des moments où la demande est faible. Et peut-être juste pour faire un rappel sur le modèle, donc par rapport à une agence de voyage traditionnelle, ce qu'on appelle ici voyage éphémère, c'est quoi ? Bien sûr. Alors du coup, nous, on est sur le système de la vente flash. Donc justement, l'objectif, c'est de dénicher des produits haut de gamme, mais surtout au meilleur prix. Donc en fait, on a des promotions par rapport aux tarifs classiques et c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'offrir à nos membres des voyages de qualité, mais à bas prix. En 2 mots, pour nous visualiser l'équipe data, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Aujourd'hui, on est 13 personnes. On est une équipe data centralisée et on regroupe tous les métiers de la data. Donc, on a le data ingénieur, l'ingénieur BI, les data analysts, les data scientists. Donc, c'est vraiment tout le scope des métiers de la data. Et côté stack, vous êtes en cours, mais vous avez bien avancé sur la migration vers la moderne data stack. Donc ça, on va en parler juste après. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé CDO chez Voyage Privé de ton côté ? Alors, il y a tout un parcours, on va dire. On n'arrive pas CDO dès son premier poste. Et clairement, je pense qu'un des points qui m'a aidé, c'est une attitude favorisant la curiosité. Je pense que c'est important parce que finalement, on peut pas arriver à ce poste-là sans être curieux, curieux au niveau des technologies, curieux au niveau du business. Moi, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent et surtout comment les décisions stratégiques pour une entreprise sont prises. Et je pense que la data, c'est vraiment le cœur entre la techno et le business. Donc déjà, il faut avoir cette envie, cette curiosité avant tout. Ensuite, au niveau plus formel, on va dire, j'ai un background d'une école d'ingénieur en informatique. J'ai fait l'ICN à Lille. Et donc, du coup, à l'époque, en 2000, il n'y avait pas trop de data dans le parcours de formation d'ingénieur généraliste. Donc, j'ai fait plutôt vraiment de l'info et de l'électronique. Et ensuite, j'ai découvert la data sur le tas. Principalement grâce à mon expérience chez Mythic, où j'ai fait 5 ans dans cette entreprise et j'ai découvert un peu tout l'univers de la data. Ensuite, grâce à mon expérience chez Accenture, où j'ai fait 5 ans dans les télécoms et de la gestion de projet et du management, j'ai pu petit à petit chez Mythic leader les BI, puis après les BI, puis les data analysts, et petit à petit, la data science. Moi, j'avais pas forcément de compétences en data science. C'était pas un programme dans mes études à l'époque. Mais avec cette curiosité, cette envie de résoudre des problèmes et d'apporter des solutions au business et à l'entreprise,
Ça m'a permis de pouvoir manager ces différents métiers. À partir de Mythique, j'ai fait plusieurs expériences pour arriver jusqu'à des rôles de CDO. Et là, clairement, voyage privé, il y a eu un gros challenge. Il fallait tout remonter, aussi bien organisationnellement parlant, toute l'équipe humaine, la stack à refondre et des gros leviers pour identifier les prochains use cases pour aller chercher de la croissance encore dans le groupe. Tu peux nous présenter un peu tes chantiers principaux? On a effectivement donc toute l'organisation de l'équipe. Ça a été, je pense, ma priorité quand je suis arrivée il y a 1 an à peu près chez Voyage Privé. On sortait de la période de Covid qu'on a tous connue malheureusement, et clairement on avait une équipe data qui était très très réduite. Donc il a fallu reconstruire d'abord l'humain, parce que je suis convaincue qu'on peut industrialiser, automatiser plein de choses, mais à un moment donné il faut des people avant tout, des people motivés, embarqués pour le challenge, et ça a été un de mes principaux chantiers. Et ensuite, après, effectivement, comme tu l'as dit en introduction, on a décidé de migrer vers la moderne data stack. Ça a été le gros chantier de l'année une fois qu'on a eu les people, pour pouvoir préparer la plateforme et ensuite aller vers de la data science. Donc, ça a été des étapes, on va dire, ordonnancées pour pouvoir nous permettre d'aller jusqu'à de la data science. Aujourd'hui, on va plutôt parler du challenge migration vers la moderne data stack. Est-ce que tu peux nous dire quel était le contexte autour de ce challenge? Peut-être quelle était la stack auparavant? Pourquoi c'était une priorité de migrer? Au-delà, bien sûr, de l'élément dont tu viens de parler, qui est aussi de se préparer pour les use cases, etc. Mais voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça. Je pense que le premier élément, ça a été la méfiance en la data. Quand je suis arrivée donc chez Voyage Privé, on utilise Tableau pour la partie BI. On avait à peu près 200 dashboards qui étaient déjà live, des équipes qui étaient très data-driven côté métier, qui regardaient les chiffres au quotidien. Et pour autant, au quotidien, j'ai vu qu'on avait énormément de demandes de run, de maintenance, parce que il y avait des incohérences dans les dashboards, parce qu'il y avait des écarts entre un KPI dans un dashboard A et dans un dashboard B, etc., etc. Donc déjà, je me suis dit il y a un problème sur la confiance et la fiabilité de la donnée. Et donc du coup, on va regarder sous le capot des dashboards, parce qu'en règle générale, il peut y avoir des erreurs dans les dashboards, mais souvent l'erreur elle est en amont. Quand on a commencé à regarder sous le capot de la data, on a vu clairement qu'on était parti sur des mauvais principes. On est parti sur des principes, j'ai envie de dire, alors, je suis allée un peu trop vite en disant mauvais, mais qui étaient plutôt passés. C'est-à-dire qu'on faisait de l'ETL et pas de l'ELT. L'ETL, c'était avant, quand on n'avait pas les puissances de calcul du cloud, des coûts de stockage réduits. Et donc, du coup, on prenait la direction plutôt de l'ETL, où on extrait la donnée, on la transforme rapidement et après on la load. Sauf que ce problème-là, c'est que dès qu'on a une erreur quelque part, il faut aller changer tous les scripts de transformation. Et donc, du coup, ça crée de la dépendance avec les data ingénieurs, souvent, qui sont souvent un goulot d'étranglement pour les équipes data. Donc, on a voulu changer de paradigme et passer sur de la partie ELT, donc Extract, Load, Transform. Et c'est surtout ce principe-là qui nous a convaincus qu'il fallait refondre notre stack pour résoudre nos problématiques de fiabilité de données et d'accessibilité et d'exhaustivité également. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les étapes pour mettre en place ce chantier? Clairement, on a revu d'abord la partie collecte de données en amont. À mon arrivée chez Voyage Privé, on avait un outil interne qui était vraiment construit homemade pour faire la collecte de données. Et ensuite, comme les ingénieurs BI avaient un goulot d'étranglement au niveau des data ingénieurs qui ne maîtrisaient uniquement leur outil interne pour faire les transformations, ils ont mis une surcouche côté BI qui était Dataiku, qui est un très bon outil, mais ils l'ont utilisé non pas pour faire de la data science, mais pour faire de l'ETL, côté BI, pour être autonome vis-à-vis de la transformation des données. Donc là, c'est là où on voit toute la puissance de l'ELT, finalement. L'ELT va nous débloquer ces goulots d'étranglement et va permettre à chaque métier de la data d'être autonome. Donc, au départ, on a commencé par refondre la collecte de données. Donc, on est passé sur Google Cloud Composer. Donc, faut savoir qu'on est déjà sur GCP pour la partie BigQuery stockage côté Voyage Privé. Et donc, du coup, on a continué à utiliser la suite de GCP avec Composer, qui est le Airflow Manager de Google. Donc ça nous a permis de revoir en fait tous les principes de collecte
pour essayer justement d'aller chercher l'exhaustivité sans aucune transformation et être ainsi à mesure d'offrir au BI, aux data analysts et plus tard aux data scientists toute l'exhaustivité de la donnée. Et donc, si jamais dans les transformations du niveau d'après, la donnée est pas suffisante, n'importe qui côté data pourra aller chercher la donnée brute, non transformée et disponible. C'est vraiment l'avantage de l'ELT. Ensuite, on a dû diversifier, on va dire, la collecte de données en utilisant Airbyte. Airbyte, on a fait pas mal de discussions avec Google, qui est notre partenaire. Et effectivement, en fait, on a pas mal de données qui viennent de sources externes où il faut se connecter avec des API. Les API, on peut les développer nous-mêmes, mais ça prend plus de temps. Et donc, comme on était dans une phase de migration, on a fait des raccourcis là où on pensait qu'on n'avait pas de valeur ajoutée. Et donc, du coup, on a utilisé l'outil Airbyte, qui est aussi de l'open source, pour nous permettre de nous faciliter la connexion avec les outils externes. Ensuite, une fois que la collecte de données a été mise en place, il a fallu du coup commencer la transformation, la fameuse. Et donc là, on a pris l'outil DBT qui nous facilite la transformation côté ingénieur BI et en plus qui va nous apporter la partie data lineage, qui est un vrai souci côté data, parce que dès qu'on veut modifier quelque chose, il faut identifier les dépendances, faire en sorte qu'il n'y ait pas de régression. Voilà. Et après, forcément, moi j'aime bien un peu la partie tech, comme je l'ai dit. Et donc, c'est bien de faire les choses un peu proprement. Et pour mettre en place toute cette stack, on a choisi d'utiliser Terraform pour la partie infrastructure as code. Et donc, on a mis en place l'ensemble de nos différents environnements, de la dev, la pré-prod et la prod, en mettant en place, bien sûr, de la CI/CD pour faciliter les tests unitaires. C'était très clair. Je sais pas si voilà, c'est limpide pour tout le monde, tous ces sujets. On a abordé pas mal de fois les sujets de modern data stack. Je pense que les points clés, effectivement, à retenir, c'est que tu disais, c'est sur l'ingestion, gagner du temps finalement en passant par un outil qui est capable de se connecter à toutes nos sources, enfin pas toutes, mais beaucoup de sources beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est Airbyte. Et après, la brique qu'on retrouve à chaque fois, bien sûr, c'est DBT qui est centrale dans la modern data stack et qui va permettre, en fait, effectivement, déjà de rendre beaucoup plus autonomes les data analysts dans les transformations, puisqu'ils vont être capables eux-mêmes maintenant de faire leurs transformations en SQL. Et donc, ça va retirer un petit peu la dépendance avec les data engineers. Et par ailleurs, comme tu le dis, DBT aussi opère comme finalement un outil de documentation, vu qu'il va permettre de garder une trace de toutes ces transformations. Et c'est ce que tu appelles le lineage ici. Bien sûr, je le vulgarise et je le simplifie. Après, pour la brique infrastructure as code, ça, c'est un peu plus complexe. Je pense qu'on va pas rentrer dans le détail. Mais en deux mots, l'idée, c'est de se dire que Terraform, c'est une technologie qui permet, via du code, de configurer l'intégralité de notre architecture data et la manière dont ces différentes briques vont fonctionner ensemble. Et donc, le jour où ensuite on a envie de faire des modifications, on a juste à aller changer, entre guillemets, les paramètres dans ce code. Et donc, voilà, c'est bénéfique pour plein de raisons, mais ça permet de réduire la maintenance dans la durée, de faire évoluer son infrastructure, même de se forcer à la documenter correctement, vu que maintenant elle est visible sur du code et pas uniquement sur des schémas à droite à gauche, etc. C'est exactement ça. Donc voilà, en deux mots. Alors, du coup, là, on est rentré dans les briques que vous avez mis en place, vraiment la stack que vous avez mise en place. Et maintenant, en termes de méthodologie, toi, en tant que Chief Data Officer, quelle a été ton approche pour réussir ce chantier? Alors, je pense qu'en premier lieu, il faut bien comprendre de quoi on parle, d'où on part. Et donc, du coup, il y a eu un état des lieux qui a été fait. Justement, on parlait des limitations, comprendre ce qui bloque. C'est-à-dire qu'on fait pas de la tech pour la tech. On est là pour résoudre des problématiques. Et donc, du coup, il faut bien identifier ces problématiques-là. Donc, je parlais de méfiance, de fiabilité de la donnée, d'exhaustivité de la donnée également pour mettre en place des algorithmes. Et c'est justement le listing, on va dire, de toutes ces limitations qui a pu nous amener à des discussions d'architecture pour savoir effectivement comment lever toutes ces limitations. Ça, c'est le premier état des lieux qui est important et qui est là pour débloquer des situations. Pas juste se dire on n'est pas à l'état de l'art, on n'est pas au niveau du marché, et donc du coup, il faut faire une moderne data stack. Ça, je le déconseille vivement. Moi, j'aime pas du tout les buzzwords, et donc du coup, si c'est juste pour mettre un buzzword, ça a aucun sens, et je pense qu'on va à l'échec forcément. Ensuite, il a fallu éveiller les consciences. Clairement, en fait, j'arrivais dans une entreprise voyage privé qui avait 200 dashboards live. 200 dashboards, c'est déjà pas mal.
et en plus qui étaient consultés. Donc, on va dire que les gens étaient vraiment data-driven. Donc, on se disait, en fait, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire de la data science, pourquoi les algos fonctionnent pas, pourquoi. En fait, si déjà j'ai 200 demandes de maintenance parce que vous me dites que les KPI sont pas corrects, comment on peut être garant d'un algorithme qui tourne sur cette stack-là, en fait? Ça va jamais fonctionner. Et donc, le problématique des dashboards, c'est que plus on en a, plus on croit qu'on a plein de données dispo. Sauf que malheureusement, chez Voyage Privé, il y a eu un effet contexte, clairement. Je pense que j'aurais fait peut-être les mêmes décisions dans le passé, mais on a été pris de court, on a voulu aller très très vite, et donc la partie visible de l'iceberg, c'est le dashboard. Donc on a créé des dashboards rapidement, sans pour autant structurer ce qu'il y avait en dessous, donc la donnée. Donc je me suis retrouvée en fait avec plein de dashboards, mais finalement qui s'appuyaient sur un modèle de données, j'ai envie de dire quasiment absent. Et donc du coup, c'était sous le capot, on va dire. Et forcément, les gens n'en avaient pas conscience. Si j'étais capable d'à chaque fois fournir un dashboard avec des nouveaux KPI, malgré le coût que ça nécessitait, ça voulait dire qu'on avait tout ce qu'il fallait en dessous le capot, quoi. Et clairement, ça, il a fallu éveiller les consciences. Donc j'aime bien dire la petite histoire. J'ai utilisé l'image d'une déchetterie en bord de route pour expliquer qu'en fait, souvent en tech, on dit garbage in, garbage out. Donc effectivement, si on fait rentrer de la mauvaise qualité de données, on en aura de la mauvaise qualité en sortie. Et souvent, j'entendais chez Voyage Privé, mais la data, vous êtes magique. Vous allez utiliser des algos, vous allez cleaner la donnée. C'est pas grave si en entrée, c'est pas de la donnée propre. Oui, sauf qu'en fait, être magique pour cleaner la donnée, ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, ça rallonge le time to market de tous les projets data. Donc, du coup, ce que j'ai mis comme image sur la déchetterie en bord de route, c'était qu'en fait, si mes données arrivaient plutôt dans un centre de tri, de recyclage, avec ma pile de carton, ma pile de canettes, ma pile de bouteilles en plastique, j'irais beaucoup plus vite à aller piocher dans chaque tas si j'ai envie d'avoir une bouteille en plastique ou une canette, que si je dois aller chercher dans ma déchetterie en bord de route tout mélangé et qu'il faut que j'aille trouver la canette de Coca-Cola, quoi. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, une image choc, mais qui a permis vraiment de prendre conscience de l'état dans lequel on était. Le fait d'avoir des dashboards, le fait d'avoir des courbes, des KPI au quotidien, on se dit que tout va bien, que sous le capot, tout est clean. Et en fait, c'était pas le cas, effectivement, chez Voyage Privé. Donc ça a été vraiment une étape difficile parce que forcément, on n'a pas envie d'y croire. Et du coup, ça nécessite après un gros projet de refonte derrière. Et ensuite, peut-être dernière étape, c'est de travailler avec les équipes. Moi, j'arrivais chez Voyage Privé, j'avais pas toute la connaissance. Et donc, du coup, on a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops pour comprendre l'architecture data actuelle, ce qui bloquait à chaque étape de la collecte, de la transformation, et aussi bien dans les rôles data, quels étaient les points de friction. Et ensuite, comme ça, on a pu définir la feuille de route de l'équipe. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées ou que vous avez rencontrées en tant qu'équipe dans le cadre de ce challenge? Clairement, la première difficulté, ça a été le recrutement, et j'avais sous-estimé, on va dire, la petitesse de l'équipe de départ. Je suis arrivée, il y avait 3 personnes dans l'équipe, finalement, data. Encore une fois, c'était post-Covid, donc c'est une entreprise de voyage dont on parle, donc forcément impactée bien différemment que les entreprises, on va dire, de livraison. Clairement, cette partie-là sous-estimée de mon côté a fait qu'on a pris 6 mois de retard dans la roadmap, on va dire, de la migration, puisqu'il a fallu d'abord prendre le temps de recruter, et comme il y avait tout à construire, et on en parlera peut-être plus tard, mais clairement, c'est un moment où j'ai besoin de bâtisseurs, de gens qui aiment construire et qui ont envie de mettre leurs pattes et d'ajouter leur pierre à l'édifice. Je recherchais des profils qui avaient vraiment envie de s'investir et de s'engager dans la data chez Voyage Privé. Et donc, du coup, j'ai préféré être assez exigeante dans mes recrutements. Et au final, maintenant, j'en suis ravie parce que certes, j'ai pris du retard au départ, mais là, j'ai une équipe qui est soudée, qui est humainement parlant hyper motivée et sympa en plus, dans une bonne ambiance, et qui fait que du coup, ils ont vraiment envie de tacler ce challenge. Donc voilà, c'est un retard, on va dire, un mal pour un bien, mais quelque part, ça a été un point sous-estimé de mon côté et une grosse difficulté. Et ensuite, peut-être le deuxième point, je dirais, c'est la qualité de la donnée en amont de la data.
C'est-à-dire qu'en fait, chez Voyage Privé, il y a beaucoup de données qui sont rentrées manuellement, les données catalogues, parce qu'on va set up une nouvelle offre éphémère, justement, une vente flash. Et donc, du coup, on va lui associer des tarifs, des dates de disponibilité, etc. Et donc, c'est des choses qui peuvent nécessiter parfois des interventions manuelles et donc, du coup, des erreurs. Et donc, ça génère beaucoup d'incohérences dans les systèmes. Et donc, au niveau de la partie nettoyage de données, effectivement, c'est une partie que j'avais sous-estimée. Voilà, globalement, les grosses difficultés qui nous ont retardés dans notre chantier. Peut-être un ou deux conseils que tu donnerais à Oriane d'il y a un an, justement, qui débarque chez Voyage Privé sur, je sais pas, enfin, Alors, j'avais vu déjà chez Appen que, effectivement, quand on arrive, alors après, je pense que quand on arrive en Xème CDO, j'ai envie de dire, souvent on récolte une équipe qui est affaiblie parce que il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des échecs et du coup ils ont construit des choses et on leur dit que finalement c'est peut-être pas la bonne solution, qu'il faut encore adapter. Chez Appen, j'avais eu ce cas-là et j'avais eu à peu près on va dire 50% de départ, mais sur une équipe de 12 personnes. Et donc, les 50% de départ se sont faits au fur et à mesure. Pas forcément des personnes qui voulaient plus faire de challenge data, mais c'est juste épuisé, en fait, voilà, avaient déjà tout donné et arrivaient en fin de cycle. Et donc, du coup, effectivement, chez Appen, il m'est resté un cœur data de 6 personnes, donc suffisamment suffisant avec quand même l'expérience, l'ancienneté business dans l'entreprise. Pour le coup, chez Voyage Privé, l'équipe était de 6 et le 50% s'est appliqué. Et donc, du coup, on est vite arrivé à 3 et très, très vite. Et donc là, on a perdu beaucoup de connaissances internes. Et donc, du coup, faire du rétro-engineering, ça prend du temps. Donc, j'étais consciente du 50%, mais je l'ai peut-être pas suffisamment appliqué dans mes recommandations, surtout pour définir ma timeline après dans la feuille de route. quelles sont les prochaines étapes en termes de data chez Voyage Privé? Alors clairement, on a toute la migration, c'est-à-dire que on a maintenant la stack data qui est prête, qui est live. On a déjà commencé à utiliser sur pas mal de briques de nos données disponibles, mais il y a quand même beaucoup de variétés de données chez Voyage Privé, et donc du coup l'objectif c'est de faire l'ensemble de la migration sur tous les domaines où on a de la donnée. Ça, c'est clairement un des premiers next steps, on va dire, pour pouvoir faire quoi? Parce que c'est surtout ça l'objectif, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir livrer brique par brique en cas d'usage. Donc, j'ai parlé des dashboards. Je pense qu'il y a un deuxième niveau à passer dans la partie BI, sans aller tout de suite vers de la self-BI, mais clairement, on va s'y pencher. On a beaucoup d'équipes métiers qui ont envie d'accéder à de la donnée alors transformée, mais finalement très granulaire. Et donc là, on se pose aussi dès maintenant la question de comment rendre accessible peut-être une partie de nos données dans BigQuery à des métiers de manière sécurisée pour qu'il n'ait pas toute l'information non plus, etc., etc. Donc ça, c'est toute la partie BI, refondre des dashboards existants pour avoir des bonnes pratiques de visualisation et en même temps essayer d'aller de plus en plus vers, si c'est pas de la self-BI, en tout cas de l'accessibilité de la donnée transformée. Ensuite, on a du coup l'autre step de la BI qui est la partie projection et alerting. Finalement, c'est les what if scénarios, c'est comment anticiper plus que de fournir du monitoring. Et après, côté analyse de données, on a commencé à mettre en place toute la partie A/B test chez Voyage Privé. Donc, on a développé un outil d'A/B test framework, etc. Mais c'est d'aller encore plus loin dans l'analyse des A/B tests et après de faire des grandes analyses pour ce que je disais tout à l'heure, identifier les opportunités business. Je pense que c'est aux data analysts de mettre sous le nez des métiers des opportunités business ou des produits pour pouvoir influencer les priorités, les roadmaps, etc. Donc ça, ce sont des gros chantiers qu'on a démarré déjà en fin de 2022, mais qu'on va accélérer en 2023. Et clairement, après, toute la partie data science, on a recruté notre premier data scientist. Je voulais pas le recruter tout de suite pour pas qu'il devienne un data ingénieur caché. Donc maintenant qu'on a la stack, on est prêt à accueillir les data scientists. Et donc là, on a énormément de use cases à mettre en place pour faire de la recommandation. Plein d'algo en tête. Écoute, Oriane, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Alors, j'ai pas mal réfléchi à cette question. Et puis, souvent, je trouve que le contenu, parfois, je me dis, je l'ai lu et puis finalement, il est plus adapté ou ça évolue tellement vite, en fait, que du coup, j'ai préféré plutôt
te donner mon avis sur une source qu'on néglige beaucoup côté data. Côté data, on travaille avec beaucoup de partenaires et généralement, quand j'arrive dans des équipes data, alors souvent dans les entreprises digitales, on est sur la partie cloud et je leur demande c'est qui ton contact Amazon, c'est qui ton contact Google, etc., etc. Et puis là, on me dit c'est pas trop, je suis pas sûre. Avant c'était ça, mais il a changé. Et voilà. Et en fait, pour moi, les relations avec nos partenaires, c'est pas juste pour dire voilà, j'ai un outil, on renégocie le contrat et puis voilà, on se voit une fois par an. C'est pas comme ça que je vois la relation avec les partenaires. Et en fait, ils ont bien plus à nous apporter et nous aussi. Du coup, quand je suis arrivée chez Voyage Privé, j'ai repris un peu la partie contact avec le compte de chez Google et avec qui maintenant ça se passe très bien. Et on crée vraiment une relation de confiance. Par exemple, justement sur les sources externes, on parlait de faire un bench. On avait plein d'outils à disposition côté data avec des coûts complètement différents. Et donc, du coup, on a demandé à Google, en règle générale, vos clients dans les entreprises digitales comme la nôtre, qu'est-ce qu'ils utilisent, pourquoi, etc. Et donc, du coup, ça nous oriente forcément aussi. Et en plus de ça, ils connaissent aussi comment mettre en lien ces outils-là avec leur plateforme. Donc, on a tout à y gagner. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? On va dire la nouveauté. Je m'ennuie jamais. Il y a toujours des nouvelles technologies et justement, j'aime bien en plus quand je change d'entreprise, essayer d'élargir mes compétences. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire je postule à une entreprise alors que je connais que Amazon, mais ils sont sur Google ou inversement, etc. ou Azure, peu importe. L'objectif, c'est finalement de dire j'apporte mes compétences et je sais comment ça se passe sur une autre technologie. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Je pense la variété de mes expériences. J'ai beaucoup changé d'entreprise. Alors après, faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que si on change d'entreprise tous les 3 mois, on va se poser des questions. Mais je sais que c'est pas facile. J'ai souvent rencontré des personnes qui restaient dans la même entreprise jusqu'à s'ennuyer, jusqu'à être aigris, pas satisfaits, pas alignés avec la direction, la stratégie, etc. En fait, il y a tellement d'entreprises, tellement de choses à faire qu'il y a un moment donné, c'est dommage d'être dans ce sentiment-là. Et changer d'entreprise, finalement, c'est se remettre en question constamment, c'est découvrir les nouvelles technos, on en a parlé, de nouveaux business models, des nouvelles organisations, des nouveaux challenges. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus riche, en fait, dans une carrière. Et puis, plus on change, plus on progresse, plus on a de l'expérience. Et donc, du coup, plus on gagne confiance en soi. Et c'est un cercle vertueux. Souvent, les gens manquent de confiance en eux, syndrome de l'imposteur. Plus vous changerez d'entreprise et plus vous serez conforté sur le fait que vous avez vraiment de la valeur, qu'on vous embauche, que vous avez acquis de l'expérience. Et donc, du coup, je pense que c'est un grand levier de progression. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors, j'en ai mis plein. Et là, tu vas te dire, mais je lui ai demandé un conseil. En fait, j'hésitais tellement que du coup, j'ai voulu tous les mettre. J'ai voulu faire référence à ma mère, qui n'a rien à voir avec la data, mais qui m'a toujours nourrie du « quand on veut, on peut ». Je pense que c'est important de le dire. Et oui, y a rien sans rien, donc ça nécessite du travail, ça nécessite de la motivation. Mais je trouve que déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Donc, petit message aux femmes qui écoutent, vous pouvez y arriver aussi. C'est pas que la place des hommes. Et il y a des très bons hommes qui vont y arriver aussi. Et donc, ça, c'est cool. La data, c'est un milieu qui est assez équilibré entre le ratio homme-femme. Donc, faut garder cet équilibre. Et voilà, vous pouvez y arriver. Et il faut juste se donner les moyens et la volonté d'y arriver. Le deuxième point, j'ai voulu faire une petite référence à Séverine Guérin, ma première manager femme chez Bouygues Télécom, qui effectivement, elle, c'est pas forcément un conseil, mais de voir en tant que stagiaire, quand je suis arrivée, du haut de mes 21 ans, je crois, et de voir une femme qui gérait un département entièrement masculin dans un monde de la tech avec un équilibre de vie pro, vie perso bien géré, et pas avec 3 nounous derrière pour gérer les enfants, j'ai trouvé que c'était possible et ça, je lui en remercie grandement parce que je pense que c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée dès mes stages en me disant waouh, on peut arriver là, quoi. Ensuite, un autre conseil, alors je l'ai tourné de manière polie, qui était fait à promo. Il avait une expression un peu plus défiante chez Accenture, donc hashtag Florian Autier, mon manager, qui est maintenant chez Amazon aux US. Clairement, c'est bien d'avoir des bons résultats,
Mais en fait, c'est le standard. Un manager, il a juste envie que vous fassiez bien votre job. Et donc, du coup, il faut rajouter un petit plus. Et le petit plus, c'est souvent le relationnel. C'est souvent de savoir expliquer ce qu'on a fait de manière vulgarisée et de rendre le travail accessible. Et ça, je pense que c'est important aussi. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas dans les entreprises. Et malheureusement, on ne nous le dit pas souvent. Peut-être le dernier. Souvent, je dis à mes équipes que ça à la personne elle-même de construire son poste qui le fait kiffer au quotidien. J'aurais dit vraiment kiffer parce que je pense que on doit s'épanouir au quotidien dans son job. Et si on n'est pas dans l'épanouissement, si on est vraiment dans le train-train, etc., c'est qu'il y a un problème quelque part. Par contre, on peut attendre longtemps de son manager qui fasse quelque chose pour que d'un seul coup son quotidien devienne éveillé, égayé. Mais je pense qu'en fait, on a tous les moyens, chacun, de rendre son quotidien un peu plus sexy. Et donc du coup, voir le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide, et essayer à remplir ce verre de soi-même. C'est tous à notre portée. Proposer un meet-up à son manager, prendre des initiatives pour justement aller chercher une nouvelle techno, faire de la veille, etc. En règle générale, je connais aucun manager qui dira non. Et donc du coup, voilà, c'est aussi à chacun de construire son poste au quotidien. Écoute, Oriane, on arrive sur la fin. J'ai passé un super moment. Merci d'être venu partager ton expérience sur le podcast. Et je te dis à très vite. À très vite, Robin. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.